Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment préparer sa retraite et surtout comment intégrer la réforme des retraites dans la stratégie de préparation de sa retraite. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Fanny Dessat. Bonjour Fanny Dessat. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes consultante patrimoniale senior au sein de la maison Erez. Nous avons le plaisir de recevoir également Valérie Batigne. Bonjour Valérie Batigne. Bonjour Nicolas. Vous êtes dirigeante et fondatrice de Sapiendo Retraite depuis le 1er septembre donc 2023, depuis il y a quelques jours, à peine un peu plus d'une semaine. Ça y est, la réforme est entrée en vigueur et on passe progressivement d'un âge légal de départ à la retraite de 62 ans à 64 ans. Qu'est-ce que ça change? Quels sont les grands changements et surtout qui sont les plus touchés, Valérie Batigne? Alors les plus touchés, ce sont paradoxalement les quinquas, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà 50 ans. D'accord. Parce qu'elles sont touchées non seulement par l'âge, qui se décale très vite par rapport. On voit l'horizon s'éloigner un petit peu. Et aussi par le nombre de trimestres en plus qu'elles ont à valider. Alors que les plus jeunes, ils s'étaient déjà validé qu'ils devaient cotiser 43 ans. Bien sûr. Les quinquas, pas tout à fait. D'accord. Eux, voilà. Et donc je dirais que les quinquas sont donc les plus touchés. Et parmi eux, statistiquement, les femmes qui ont eu des enfants et qui ne se sont pas arrêtées de travailler. Parce qu'elles, dans leur pronostic, elles auraient majoritairement pu partir à 62 ans et elles vont devoir aussi attendre 64 ans. Donc ce sont elles, statistiquement, les plus touchées par ce recul de l'âge de la retraite. Voilà. C'est les seuls touchés? Oui, paradoxalement, les jeunes aussi. D'accord. Oui. Aux deux extrémités, les très jeunes. Qui, eux, avaient déjà quand même intégré l'idée qu'ils allaient peut-être travailler plus, effectivement, pour financer le système tel qu'il existe actuellement, mais qui sont quand même les plus touchés. Eux aussi pourront partir probablement, majoritairement, avant 64 ans, à 63 ans. D'accord. Et profiter d'une des nombreuses exceptions, donc qui permet de partir à 63 ans, dès lors qu'on a commencé à travailler avant ses 21 ans. Bien sûr, oui. Donc c'est de plus en plus courant, parce que les jeunes font de plus en plus d'expériences professionnelles d'entreprise. Donc il faut leur dire, comptez bien vos trimestres, faites des expériences validantes dans les jobs d'été, et choisissez l'alternance plutôt qu'un stage, vous validez des trimestres. C'était ma question, quand on fait des jobs d'été ou de l'alternance, on s'est considéré comme ayant commencé à travailler avant 21 ans. Tout à fait. C'est des trimestres qui comptent, voilà, puisqu'on valide un trimestre, non pas en travaillant un trimestre, je le rappelle, mais en cotisant un certain montant. Bien sûr. Oui. Donc on peut très bien valider des trimestres dans des jobs d'été, et on les valide dans des contrats d'alternance ou d'apprentissage. Il ne faut pas négliger ça. Valérie Batigne, 2 ans de plus à travailler. Est-ce que c'est un délai de 2 ans supplémentaire pour s'intéresser à sa retraite? Est-ce qu'avant on disait qu'il fallait s'y intéresser à 30 ans, il faut s'y intéresser à 32 ans aujourd'hui? Non, il faut toujours s'y intéresser toujours tôt. D'accord. Et j'irai toujours de plus en plus tôt. Alors, je vais expliquer pourquoi. Alors, chez Sapiendo, on répète depuis toujours, il faut s'y intéresser très jeune. Et d'ailleurs, les statistiques montrent que les jeunes s'y intéressent très tôt. D'accord, oui. Voilà. Pourquoi? Parce que notre système de répartition, qui pour le moment correspond à peu près 80% des revenus d'un Français à la retraite, il faut le rappeler, et c'est très très important. Ce système de répartition, le mouvement qui est à l'œuvre, c'est qu'on part de plus en plus tard et aussi on a de moins en moins. C'est-à-dire le taux de remplacement baisse. Alors pourquoi? C'est à cause de notre démographie vieillissante, puisqu'il y a toujours le même nombre de cotisants, voire un peu moins, et qui doivent cotiser pour des seniors de plus en plus nombreux. Donc il n'y a pas de miracle. Donc pour compenser ces baisses de taux de remplacement, déjà il faut en avoir conscience. Donc on a des simulateurs, des systèmes de projection de revenus, quelles seront mes dépenses à la retraite, etc. Et très tôt, il faut en avoir conscience et mettre en place des stratégies. D'accord. Donc, voilà ce que j'aurai à la retraite par répartition, optimiser la retraite par répartition, parce qu'il y a plein de petites choses, comme je vous l'ai dit, les stages, l'alternance, etc. Enfin, il y en a tout au long de la vie, on ne s'en rend pas compte, et commencer à épargner. Voilà. Donc effectivement, on a des simulateurs qui disent, voilà, j'ai tel âge, si je mets 100 € par mois, tous les mois, qu'est-ce que ça fait? Si je place cet héritage, qu'est-ce que ça fait? Etc. De façon, si vous voulez avoir un objectif, un petit cockpit qui montre quel est mon objectif et comment je vais faire pour y arriver. Justement, on va peut-être continuer avec vous, Fanny Dessat. Vous parliez de 50 € par mois, 100 € par mois, mais je les mets où concrètement? Alors, on peut faire un investissement locatif, mais ça, c'est plusieurs milliers d'euros. Mais 50 € par mois, je les mets quoi, sur un PER? Alors, il y a beaucoup d'outils, effectivement, à notre disposition. Le premier, celui qui a été remis qui a été créé par la loi Pacte en octobre 2019, qui a remplacé le PERP, c'est le PER, le plan d'épargne retraite, qui est l'outil majeur pour effectivement préparer son complément de retraite. Donc, c'est le premier réflexe?
C'est le quelle que premier soit sa réflexe. situation. Oui, c'est le premier réflexe. Il est adapté. En plus, on a ce qu'on appelle une cerise fiscale. C'est qu'effectivement, ce que je vais verser, je vais pouvoir en déduire les cotisations dans la limite de 10% de mon revenu Bien sûr. imposable. À l'entrée. À l'entrée, toujours, il faut tenir compte du fait que ça, c'est avantagé à l'entrée. Et donc, effectivement, en plus, j'ai une stratégie financière à mettre en place au sein du PER. Ça peut aussi permettre de mettre le pied à l'étrier dans une gestion financière pour un plus jeune. Bien sûr. Et puis, par contre, il va y avoir des solutions complémentaires au PER, qui vont être l'assurance vie, qui vont être le PE1 avec la sortie en rente défiscalisée, D'accord. qu'on oublie souvent d'évoquer, et puis l'investissement locatif et l'immobilier aussi, bien sûr. Le PEA, donc qui viendrait investir potentiellement sur les mêmes supports qu'on aurait pu choisir au sein d'une assurance vie ou d'un PER, mais on diversifie quand même les véhicules d'investissement. Exactement. Voilà, le mot d'ordre, c'est la diversification. Toujours dans une stratégie d'épargne, il faut effectivement diversifier les outils, puisqu'on va trouver une solution à la sortie qui sera différente. Donc c'est important de mixer, effectivement. Valérie Batigne, est-ce qu'on peut ajouter d'autres véhicules ou d'autres stratégies en complément de ce qui a été dit? Effectivement, alors, pour les gros patrimoines, on imagine qu'il est possible d'ouvrir une assurance vie, un PER, un PEA. Pour des patrimoines plus réduits, est-ce qu'on diversifie quand même ou au contraire, on privilégie un véhicule plutôt qu'un autre? Je dirais, ça, c'est vraiment le travail d'un gestionnaire de patrimoine, de voir, voilà, en fonction du budget disponible, en fonction de son appétence au risque, qu'est-ce qu'il faut faire. L'essentiel pour nous, c'est de bien comprendre, en termes de montant de budget, qu'est-ce que j'aurai avec ma retraite par répartition, de combien j'aurai besoin, avec simulateur de dépenses à la retraite, et quel budget je peux avoir pour investir par ailleurs. Voilà. Et je dirais que ce qui est très, très important aussi et qui peut rapporter gros, c'est vraiment prendre soin, optimiser sa retraite par répartition, parce qu'il y a vraiment des choix qu'on fait ou qu'on ne fait pas, qui peuvent rapporter autant qu'un placement. D'accord. Ça, ouais. On dépense tous, quand on est salarié, 37% de l'équivalent de son salaire net dans des cotisations retraite par répartition. C'est compliqué, il y a des règles, ça s'optimise, il y a des pièges à éviter. Et nous, voilà, il faut vraiment prendre conscience que c'est comme un placement. Il faut comprendre comment ça marche, se faire conseiller. Et là, on gagne des trimestres pour l'optimiser ou des euros. Enfin, c'est en sonnant et trébuchant. Voilà. Donc la retraite, c'est vraiment un tout, répartition, capitalisation. Il faut vraiment avoir une approche globale. Et c'est comme ça qu'on arrive au montant maximum. Donc